Bonjour Dimitri Dukoshko. Bonjour, bonjour. Alors Dimitri, vous nous avez invité à quelque part à nous donner des informations sur ce qui s'est passé en Russie, puisque vous étiez sur place au moment où cette élection s'est produite, c'est-à-dire le 18 mars, hein. Oui, enfin oui, l'élection présidentielle. Hein. C'est ça, On absolument. parle des élections présidentielles où Poutine a été réélu. Et il a été réélu effectivement avec un score meilleur que celui qu'il avait obtenu en 2012 et avec une participation considérablement plus élevée, alors qu'évidemment tout le monde pensait que, compte tenu que c'était joué d'avance, aussi bien d'ailleurs dans la propagande occidentale que parmi les médias russes, qu'il y aurait une participation fort faible, puisque les enjeux n'étaient pas réels. Alors je ne sais pas, moi j'étais donc pas là, je ne pouvais pas voir tous les déferlements de calomnies habituelles contre la Russie qu'il peut y avoir dans la presse française, mais j'imagine que vous avez dû en entendre. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont objecté cette fois-ci aux élections présidentielles russes? Alors, dans un premier temps, c'était évidemment que l'opposition, comme si elle avait été crédible une seule seconde, avec 1 ou 2% d'intention de vote, était bridée, brimée, et que de ce fait-là, les élections en Russie étaient quelque part illégitimes. En tout cas, elles étaient entachées d'une irrégularité sur le plan démocratique. C'était présenté comme ça. Alors il faut savoir en plus que ces élections intervenaient quelques jours seulement après les premières accusations formulées par la Grande-Bretagne à propos de l'affaire Skripal. Hein. Alors j'y reviendrai à ça. Parce qu'effectivement ça a joué un rôle, vous savez. Pas exactement celui que prévoyaient sans doute les anglo-saxons. Pour ce qui est donc de l'opposition. L'opposition, alors effectivement, Navalny, qui est un opposant qui est assez bruyant, qui est celui que défendent beaucoup les médias occidentaux, qui en revanche a une popularité relative en Russie, hein, essentiellement dans les milieux urbains, mais incontestablement parmi la jeunesse, et incontestablement aussi, il joue un petit peu un rôle de canard enchaîné, si vous voulez, parmi notamment les oligarques et les hauts fonctionnaires russes, quand il dénonce des scandales de corruption. En fait, il fait que ça. Hein, il fait que dénoncer des scandales de corruption, certains qui sont réels, d'autres qui sont un peu exagérés, mais disons que c'est ça, c'est un rôle de lanceur d'alerte à la limite, qu'on lui laisse tenir visiblement, hein, au niveau des autorités. C'est certainement pas forcément un dirigeant politique crédible pour un programme constructif, politique et encore moins économique. Parmi ceux qui avaient en revanche un programme économique qui aurait pu être crédible, mais il y a une bonne quinzaine d'années de ça, c'est un opposant qui s'appelle Yavlinsky. Et alors Yavlinsky, il a un parti politique qui existe depuis longtemps, qui s'appelle La Pomme, Yabloko. Qui, comme dirait Chirac, mangeait des pommes. Et Yavlinsky, il avait moins de charisme, hein, faut bien le dire, que Chirac. Lui aussi, donc, invite à manger des pommes. Mais l'ennui, c'est que les Russes ne mangent pas vraiment les pommes de Yavlinsky. Et notamment parce que je pense qu'il a fait une assez grosse erreur, Yavlinsky. Il a voulu, sans doute parce qu'il avait besoin d'un appui occidental au niveau et pour mener sa campagne, donc sans doute un soutien financier, et pour avoir une bonne presse en Occident, et il a commencé à vouloir dire qu'il allait vouloir donner la Crimée à l'Ukraine. Ce qui n'est pas une très bonne idée pour l'opinion russe, et puis ce qui est encore une moins bonne idée pour l'opinion en Crimée. Parce qu'il est bien évident qu'il n'y a aucun Criméen aujourd'hui qui voudrait qu'on le fasse passer sous les fourches caudines de Kiev. Aucun ne voudrait changer les roubles, même si en ce moment il tombe un peu le rouble, contre les grivnis ukrainiennes de Kiev, et aucun ne voudrait
du bazar intégral qui règne en Ukraine, où c'est à peu près impossible de travailler correctement, quoi. Enfin, convenablement, et où c'est la pagaille totale, où tout de même le racket et la délinquance règnent en maître, ou en tout cas est très forte. Enfin bref, personne évidemment parmi les Criméens ne voudrait changer sa retraite russe, même si quelquefois ils s'en plaignent, hein, et sans doute à juste titre, qui plus est, et contre une quasi-retraite inexistante en Ukraine. Donc ça, c'est pas une bonne idée de la part d'Yavlinsky, et c'est pas non plus une très très bonne idée de la part de l'égérie, je dirais, et qui a pris un peu le rôle de Navalny comme chouchou de la presse occidentale, qui est Ksenia Sobchak. Ksenia Sobchak, qui est très mignonne, hein, qui a été présentée comme telle, puisqu'elle était candidate ayant été animatrice d'émissions de variétés diverses à la télévision russe, qui est la fille de son père, quand même. Hein. Et son père, c'était Anatoly Sobchak, qui était le maire de Saint-Pétersbourg, ultra-libéral, et qui avait été aussi le prof de droit de Poutine à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque encore. Et donc, je dirais que Ksenia Sobchak, évidemment, elle fait quand même partie de ce qu'on appelait la nomenclatura, et c'est-à-dire les gens qui étaient du bon côté du manche dans le régime et soviétique et ce qui a suivi, mais elle a joué là, elle a décidé de faire une carrière politique, elle a joué une carte d'opposante absolue, pouvant drainer la jeunesse des villes semi-intellectuelle ou de la petite bourgeoisie, si vous voulez, qui est dans une opposition inconditionnelle, sans même vraiment faire de politique en fait, mais il y a une sorte de mode dans cette jeunesse d'être contre Poutine. Donc Ksenia Sobchak a voulu drainer ça, elle a sans doute voulu aussi drainer le soutien occidental. Ça a plus ou moins marché, je pense que ça a quand même marché parce qu'elle a dû recevoir des soutiens, mais quand elle a été aux États-Unis pour défendre son programme, entre guillemets, ça n'a pas marché du feu de Dieu, hein, quand même. Alors sans doute que les Américains ou l'État profond américain la soupçonnait d'être un peu trop proche du milieu, justement, au pouvoir en Russie, y compris de Poutine. Peut-être aussi, est-ce parce qu'elle aussi est quand même une politicienne débutante, en quelque sorte, oui. Et en tout cas, elle n'a absolument pas de jambes de terrain. À la différence de Yavlinsky, qui lui, moi, là où j'ai été à Irkoutsk hein, pour les élections, donc c'est même pas à Moscou, c'est dans la province profonde, quand même, c'est à 5000 km hein, de Moscou, et sur le bord du lac Baïkal, par ailleurs. Et là, je dois dire que dans presque tous les bureaux de vote, il y a des observateurs de tous les partis. En fait, tous les partis n'ont pas d'observateurs, mais Yavlinsky en avait dans presque tous les bureaux de vote. Donc, il y avait un opposant très fort qui était représenté. Il y avait aussi un représentant du Parti communiste en général, mais là, on a affaire à un parti qui a une vraie implantation dans le pays, qui a une vraie politique d'implantation de parti, une politique syndicale, et il faut bien le dire, le candidat communiste est celui qui avait le discours le plus cohérent et le plus complet hein, parmi ceux qui se présentaient. Et là, on répond à ce que vous me demandiez au début, l'opposition n'a été inaudible. Alors, très objectivement, c'est évident que par rapport au président, elle a été moins présente sur les ondes. Alors, c'était sans doute injuste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne présidentielle en France. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y avait une équité totale entre tous les candidats, moi. Hein. Ah oui, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah oui, oui, c'est clair. Il y a eu un... Au deuxième tour, quand vous entriez dans un kiosque à journaux, vous aviez une tendance à avoir un parti unique quand même. Hein. Oui, c'est vrai que... Oui. Peu importe, c'est pas la question. En tout cas, non. L'opposition était représentée, y compris à la télévision. Hein. Il y avait des flashs. Les candidats étaient interrogés dans plusieurs de ce qu'ils appellent les talk-shows, dont, à mon avis, ils abusent hein, à la télévision russe. Et il faut bien le dire aussi, on reproche souvent dans la presse française et occidentale
le fait que les médias russes ne sont pas libres du tout, etc. Bon, en dehors du fait qu'il faut quand même quelquefois voir aussi la poutre qui est dans son propre œil. Hein. Oui. Enfin, disons, en ne s'arrêtant même pas à cet aspect-là, moi je trouve que leur talk-show, qui je vous dis, à mon avis, il y en a trop. Hein. Mais dans chacun de ces talk-shows, il y a des gens qui sont représentés, qui sont des porte-parole de l'OTAN, des États-Unis, de la Pologne, de l'Ukraine qui y viennent, qui ont des discours haineux. Alors évidemment, ils ont un rôle de méchants, hein, mais c'est comme ici, si vous voulez, quand vous avez par hasard, parce que ici c'est par hasard, hein, quand vous avez un débat où par hasard quelqu'un qui ne répète pas ce qui est convenu de dire contre la Russie et qui ne répète pas les mêmes préjugés, jugements à l'emporte-pièce, déformations et désinformations, eh bien, et qui est évidemment traité tout de suite d'agent poutinien et qu'on déforme totalement avec le vieux procédé d'essayer de discréditer la source pour ne pas avoir écouté ce qu'il raconte. Et là-bas, non. Là-bas, à chaque talk-show, vous avez des pro-kieviens, des pro-polonais, des pro-OTAN, des Américains, souvent des anciens soviétiques devenus américains, qui servent avec un zèle tout à fait qu'on ne peut pas mettre en doute, hein, les pires positions, et justement de l'État profond, pas de Trump, de l'État profond. C'est-à-dire de ceux qui sont opposés à Trump dans les États-Unis et qui sont les plus... les néoconservateurs. Les plus hostiles à la Russie et les plus favorables à d'éventuels conflits, etc. Quoi. Donc voilà, je dirais, non, l'opposition a été présente. Les discours des différents opposants, on a pu les entendre. Il y avait deux candidats communistes, il y en avait un qui était du Parti communiste, qui en fait lui-même n'était pas vraiment communiste d'ailleurs, et qui est un directeur de kolkhoz, c'est-à-dire un manager en fait. Hein. Oui, qui a assez bien réussi, hein, d'après ce que je sais. Hein, il cultivait des fraises et ça... C'est ça. Hein, c'est un directeur d'exploitation agricole, quoi, hein, et qui effectivement a profité des sanctions. Fait partie du secteur économique en Russie qui a profité des sanctions contre l'Europe occidentale, en réponse donc évidemment hein, aux sanctions qui ont été prises par l'Europe occidentale et par les États-Unis, et qui font partie de ces gens qui espèrent que l'Ouest ne lèvera pas les sanctions de sitôt. Et je pense que nous avons perdu des marchés en Russie très sérieusement, parce qu'évidemment, ils ne nous ont pas attendus. Ils se sont mis à produire eux-mêmes, ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, à mon avis. Enfin bon, ils ne le faisaient pas. Ça, c'est la manne pétrolière, la malédiction de la manne pétrolière, comme disait le Premier ministre et économiste Gaïda, qu'ils ont eu à un moment comme presque Premier ministre, et qui a fait de la réforme économique de choc ultralibérale au début de la perestroïka. Bon, voilà. Donc, il y a des partisans, d'ailleurs, de cette école-là qui étaient présents dans les élections, ne serait-ce que, d'ailleurs, presque Yavlinsky, en fait, hein, mais aussi d'autres. Il y avait aussi des partis d'opposants, il y avait le Parnas qui était là, et il y avait même, je vous dis, un communiste stalinien. Alors ça, c'est assez intéressant parce que on a beaucoup accusé le fait que dans la société actuelle, en Russie, on revenait à Staline. Ce qui ne cesse de m'inquiéter à titre personnel, mais ce qui est sans doute vrai. On entend souvent disons, des jugements sur le rôle positif de Staline pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Moi, je pense qu'il faut les nuancer beaucoup, ces jugements-là. Je pense que Staline a fait quand même beaucoup de crimes, y compris pendant la guerre, et que c'est certainement pas à lui qu'on doit la victoire de nous tous, ce qui est un peu oublié. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à attribuer aux États-Unis la victoire de la Deuxième Guerre mondiale contre l'écrasement du nazisme. Je pense que c'est quand même très injuste. Oui. Et c'est quand même dû aux 23 millions de morts soviétiques qu'on doit le fait d'être libre du nazisme aujourd'hui. Mais il n'empêche que dans la société russe, on a tendance à dire « Ah oui, mais Staline, voilà, il a été un grand maréchal, etc. »
très difficile à contredire en plus, parce que là, ça demande évidemment des précisions historiques et donc des débats assez compliqués qui, évidemment, au niveau du zinc et du café du commerce, sont difficiles à tenir. Donc oui, il y a une influence sans conteste de la personnalité de Staline. Visiblement, comme il y avait un candidat stalinien qui était là, qui ouvertement était stalinien, voulait une réhabilitation totale de Staline, etc., il a eu moins de 1% des voix ou juste 1% des voix. Donc c'est bien qu'il ait pu être candidat et c'est bien qu'on ait vu son influence réelle. Ça aussi, ça devrait arrêter certaines des spéculations contre la Russie aujourd'hui. Et certains des amalgames surtout entre Poutine et Staline, alors qui ont vraiment rien à voir, et des calomnies sur le fait que c'est comme si c'était à l'époque soviétique, alors que l'époque soviétique, c'était quand même des goulags, des enfermements, des gens qui avaient peur. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas peur. Et alors évidemment, dans certains boulots, vous n'allez pas forcément dire le contraire de ce que dit votre chef de service ou votre patron. Mais que je sache, en France, on évite aussi. Ah oui, c'est clair. De créer des problèmes. Oui, je confirme. Voilà. Donc, non, l'opposition a eu accès, y compris à la télévision. Oui, complètement vrai, que d'une manière totalement, en tout cas déséquilibrée par rapport au président en place, mais qui, lui, n'a pas participé au débat et à la campagne électorale proprement dite. Mais enfin, il a fait un discours le 1er mars devant le Parlement, qui évidemment a été radiodiffusé, télévisé. C'est là où les Occidentaux n'ont retenu que le fait qu'il annonçait que la Russie avait de nouveaux armements et que donc elle était capable de résister et qu'il valait mieux pas trop aller lui chatouiller les moustaches comme avait l'intention de le faire l'Occident, ce qu'il a malheureusement montré avec les provocations dont on parlera tout à l'heure, avec les histoires de pseudo-empoisonnement et de pseudo-attaques d'armes chimiques. Donc oui, il avait sans doute raison de prévenir en disant attention, on a des nouvelles armes, vous n'êtes pas forcément au courant, on vous a pourtant dit ça il y a quelques années qu'on était en train de travailler dessus, vous ne nous avez pas cru, vous avez cru qu'on bluffait, parce que vous aimez bien le bluffer, vous agissez comme des joueurs de poker, et Poutine, lui, il agit comme un maître sport de combat japonais. Donc, il va toujours servir de la force de l'adversaire, et il va jamais se mettre en avant le premier pour être en position vulnérable. On cite souvent on cite souvent aussi Poutine comme joueur d'échecs, par opposition aux joueurs de poker. C'est souvent ce qu'on attribue aux dirigeants russes ou soviétiques. C'est évident que ça fait partie de la culture en Russie, les échecs, plus sans doute que chez nous maintenant. Maintenant, incontestablement, il est évidemment stratège. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à l'absence de stratégie des pays occidentaux, et notamment des États-Unis quand même, parce que les États-Unis, ils n'ont qu'une seule stratégie au niveau du deep state, c'est on doit conserver notre domination du monde et la logique de la domination de l'empire. Donc on ne doit rien tolérer comme possibilité d'opposition et il faut que nous arrivions à maintenir l'extension de la juridiction américaine sur le monde entier, qui se tourne d'ailleurs quelquefois contre les Américains, ne serait-ce que quand les comptes bancaires où il y a des Américains intervenants, ils sont obligés, les banques mondiales sont obligées de le signaler aux États-Unis. Ce qui est un peu bizarre des fois, mais enfin bon, c'est malheureusement pas seulement ça. Quand la BNP a été, ne l'oublions pas quand même, a été, on peut dire, racketée, pas d'autre mot, racketée de 9 milliards de dollars. Ça nous en fait des chômeurs, 9 milliards de dollars. BNP Paribas a payé. L'Union européenne n'a pas défendu Paribas. Nous n'avons pas défendu notre banque française, même si ce sont des capitalistes qui nous exploitent tout ce qu'on veut, mais il n'empêche qu'on pouvait quand même défendre une banque française qui se faisait racketter
sans aucune raison, si ce n'est la raison de la juridiction américaine qui avait prononcé des boycotts et des sanctions contre Cuba, contre l'Iran, contre je ne sais plus quel autre pays, quel était le troisième pays, mais la France ne l'avait pas fait. Et donc la BNP a travaillé avec ces pays-là tout à fait normalement, mais manque de chance, elle a travaillé avec des dollars. Voilà. À partir du moment où vous touchez un dollar, paf, vous tombez sous juridiction américaine. Si on accepte ça, ben on accepte tout. Alors nous, malheureusement, on accepte tout. Oui. De leur part. Pas des autres, mais de leur part, on accepte tout, et on fait tout, y compris contre nos propres intérêts. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, et ça, on l'oublie. Mais il n'y a pas de stratégie, si vous voulez. En plus, Trump, visiblement, représente une autre tendance qui, elle, semblerait se concilier ou arriver à accepter un monde un peu plus multipolaire, qui en fait, de toutes les façons, ne remettrait pas en cause l'énorme influence des États-Unis, compte tenu de sa puissance économique. Alors petit à petit, évidemment, ça va se dépasser parce que la Chine est là, parce que aussi la Russie va devenir un pays économiquement plus puissant, et c'est exactement ce qu'on l'empêche de faire. Parce que la priorité de Poutine, elle est dans le développement économique. Et il n'y a aucun doute là-dessus, et c'est ce qu'il a dit dans le fameux discours où notre presse n'a fait que relever les nouvelles fusées, alors que c'était qu'à la fin du discours, et c'était même pas un tiers du discours, si vous voulez. Mais enfin, visiblement, Poutine était assez content de le dire, ceci dit. Mais le reste, ça parlait du développement économique en Russie. Ça parlait des blocages qu'il pouvait y avoir. Si vous voulez, si vous écoutez de près, si vous regardez de près le discours de Poutine du 1er mars 2018, donc, vous vous apercevrez qu'un bon candidat d'opposition aurait dit la même chose, on aurait applaudi. On aurait applaudi. Parce que le constat qu'il a fait, il est bon. Alors maintenant, quelle est la possibilité qu'il a, lui, en tant que président, d'essayer de faire bouger les choses? Ça, c'est pas évident, parce qu'il est évidemment dans une certaine contradiction. C'est que dans la mesure où il a une popularité colossale, qui s'est bien montrée lors de ces élections, qui ont été, encore une fois, totalement honnêtes. Hein. Il y a peut-être eu du cafouillage, notamment du dépouillement de temps en temps. Justement, pour faire une parenthèse. Il y en a eu très peu. Alors justement, pour faire une parenthèse, parce qu'il y a une concentration des médias occidentaux, en particulier en France, sur la soi-disant avalanche de fraude électorale que ne dément pas, comme je dirais, la commission électorale russe, mais pas dans les proportions dénoncées par les médias occidentaux. Donc j'aimerais que vous ayez quelques mots à nous dire là-dessus. Alors, dans l'ensemble, ça a été une élection complètement honnête. Vous avez quand même, n'oubliez pas, dans chaque bureau de vote, vous avez 2 caméras qui filment en permanence, et n'importe qui en Russie peut charger une application sur son téléphone portable et regarder dans n'importe quel bureau de vote ce qui est en train de se passer à n'importe quel moment. Ouais, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. C'est pas rien. C'est pas rien. D'autre part, quand vous votez, vous êtes sur les listes électorales, donc, et vous votez, vous remplissez un bulletin, là on coche une croix. Hein. Il y a une liste avec les 11 candidats, vous mettez une croix dans celui qui vous plaît, et vous le mettez dans une urne où votre bulletin est saisi, il est scanné, et il tombe dans une urne. Ce qui veut dire que vous pouvez toujours vérifier que ce qui est dans l'urne correspond à ce qui a été scanné. C'est pas le vote électronique à la George Bush en Floride où il a pu être élu parce qu'on a pu appuyer sur n'importe quel bouton à n'importe quel moment, oui. Et vous savez pas du tout ce qui s'est passé entre le moment où on a appuyé sur les boutons et le moment où c'est arrivé. Très grosse différence quand même. Oui. Très grosse différence. On ne peut pas faire du bourrage d'urne puisqu'il y a les caméras qui sont en train de tourner en permanence. Donc toute plainte... Alors il y a eu un incident dans un bureau au Caucase où ils ont commencé à se battre entre des partisans de différents candidats. Je vous ai dit qu'il y avait des observateurs dans tous les bureaux de vote, de tous les partis. En tout cas, tous les partis pouvaient y envoyer des observateurs. Et je les ai vus, moi, ces observateurs. J'ai toujours discuté avec eux. J'aurais toujours demandé. Il y avait en plus des observateurs de l'OSCE,
qui n'ont relevé aucune infraction, mais qui ont relevé simplement des incohérences. Et peut-être qu'ils ont parlé d'infraction au moment du comptage à la fin. Alors justement, il y a un bureau de vote où j'ai vu qu'il y avait une petite incohérence, c'est qu'il y avait des trucs un peu compliqués, si vous voulez, pour le bureau de vote, pour les cases à remplir pour la commission électorale du bureau. Et notamment, il y avait une case qu'ils n'avaient pas prévue, qui est le bulletin qui s'abîme. C'est-à-dire le bulletin nul, ça, ils avaient prévu comment les comptabiliser. Mais le bulletin qui s'abîme, par exemple, quand il est mal passé, parce qu'on l'a foutu de travers par rapport au scan, par exemple, eh bien, ce bulletin-là, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas vraiment nul, mais il a bien fallu en redonner un, parce que ça a bourré du coup. Hein. Oui. Il a bien fallu en redonner un à l'électeur, et ce bulletin, vous ne savez pas très bien quoi en faire, quoi. Hein. Donc, vous ne savez pas bien où le comptabiliser. Mais bon, c'est vraiment à la marge, quoi. Ça représente à peu près rien. L'autre aspect, donc, c'est que tout ça est donc totalement vérifiable. Il y a des gens, oui, il y a aussi des commissions, pardon, il y a aussi des observateurs de la chambre sociale, comme ils appellent, c'est le Conseil économique et social, si vous voulez, de la Douma et du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire du Sénat. Ça aussi, c'est des commissions qui passaient dans tous les bureaux de vote et qui vérifiaient. Il y avait tout le temps des possibilités de vérification qui passaient partout, dans l'ensemble, vous savez. Alors, Dimitri, avant que vous alliez plus loin, oui. Pour bien comprendre ce que vous nous avez dit, en fait, le scanning, il servait à retenir sous forme informatique les résultats, mais ça n'empêchait pas, et c'était les comptages des bulletins qui comptaient, en fait. C'est-à-dire que dans la mesure où ils étaient comptés au niveau du compteur, si vous voulez, les gens, ils reprenaient ce qu'il y avait sur le compteur, et puis ils voyaient. Mais en fonction de la contestation qu'il pouvait y avoir ou d'une vérification à faire, il suffisait d'ouvrir les urnes, et évidemment elles étaient ouvertes, hein, et les bulletins sont gardés et les résultats sont comparés. C'est-à-dire qu'après on compare le résultat de ce qu'il y a dans les bulletins avec ce qu'a donné la machine. D'accord. Mais la machine, si vous voulez, ça permet d'avoir le résultat à 20 heures, quoi, au moment de la fermeture des bureaux. Oui, oui. Vous voyez? Donc ça va plus vite. Mais après, c'est vérifié, et ce n'est que le lendemain que vous avez les résultats définitifs, puisque là, ils ont été recomptés. Mais il faut que ça corresponde. Si ça correspond pas, là, il y a un bémol. Mais en général, ça a correspondu. Enfin, quand ça n'a pas correspondu, ça a fait l'objet de protocoles, ils les ont comptés, et la commission électorale était, de ce point de vue-là, très accessible à tous les candidats. Du reste, il n'y a aucun candidat qui a porté une plainte, hein. D'accord. Aucun. Non, mais attendez, c'est important quand même. Oui, oui. Je veux dire, alors que ils avaient commencé par faire disons que visiblement les Américains avaient conseillé ça, hein, à l'opposition radicale, ils avaient conseillé de nier dès le départ oui. la qualité de ces élections. Oui, tout à fait. Oui, non, oui, de toute façon, non, ça compte pas, c'est pas des élections, c'est pas des vraies élections, etc. Puis bon, manque de chance, beaucoup de gens y sont allés quand même, et d'autre part, c'était évident, quoi. Les conditions étaient là, tout le monde pouvait le vérifier, et d'ailleurs tout le monde l'a vérifié. Et puis d'autre part, alors ça, je voulais y venir. Vous avez dit vous-même que donc ça s'est passé quelques jours après l'affaire Skripal, donc en Grande-Bretagne. Alors, incontestablement, Madame May a rendu un grand service à Poutine. Ça, c'est incontestable. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises et dans plusieurs villes. Il y a beaucoup de gens qui sont allés voter à cause de la menace anglaise. C'est vraiment beaucoup. Je pense qu'il a dû gagner avec ça une 20% au niveau des participations. Il y a plein de gens qui ne voulaient pas aller voter parce que ça les intéressait pas, parce que de toute façon c'était joué d'avance, ça servait à rien, etc., etc. Et là, grâce aux Anglais, ils y sont allés. Ils sont allés voter. Et comme il n'y avait pas d'autres candidats, en fait, que Poutine, ils ont pour la majorité voté Poutine, quoi. Sauf ceux qui ont voté communiste. Communiste, il a 11% des voix, hein, quand même.
Ouais. C'est pas tout à fait rien, quoi. Mais il a dû raser sa moustache, hein, quand même, parce qu'il avait promis que Il a rasé la moustache parce que lui, il en voulait 20, je crois. Hein. 15. Au-dessus de 15, Ah, voilà. Bon, bah, il y a eu alors, moins de il a 15. fait... Oui, parce que 15, c'était ce qu'avait fait Zyuganov, donc le précédent candidat communiste, qui était le chef historique depuis la fin du communisme en URSS, quoi. Mais oui, mais je vous dis encore une fois, c'était sans doute le candidat le plus sérieux, hein, de tous. Sobchak était la candidate qui n'a pas fait un si mauvais score que ça, hein, compte tenu de son absence d'implantation et compte tenu de son absence de boulot politique. Si vous voulez, elle a fait de la télé. C'est son boulot, c'est son métier, elle sait faire. En plus, comme elle est photogénique, ça passe très très bien. Elle a fait du contre tous. C'est comme ça que ça s'appelait d'ailleurs, hein, son programme. Contre tous. Donc elle n'avait qu'un programme de dénonciation. Ouais, pas de constructif. Sans doute à des aspects sans doute positifs en plus. Hein. D'ailleurs, ça a été perçu comme tel. D'ailleurs, Poutine lui-même l'a dit en plus. Hein. Il a dit, mais aucun d'eux n'a un programme positif. Il leur a, paraît-il, proposé des postes à responsabilité à tous, aussi bien, même à Sobchak, hein. Mais bon, des postes soit de gouverneur, soit de fonctions constructives. C'est-à-dire, c'est des postes qui obligeraient à bosser quand même. Donc je sais pas s'ils ont très très envie, quoi. Oui, il faut quand même être juste, quoi. Vous faites pas un parti politique n'importe comment et comme ça, quoi. Hein, simplement, ça demande beaucoup d'implantation, ça demande un vrai travail de tous les jours, pas seulement au moment des élections, et ça demande pas à être un chef où il y a des Indiens qui travaillent, quoi. Hein. Or là, eux, ils sont tous un peu yaka faucon, et voilà, moi je suis un chef et vous êtes indien, quoi. Non, ça marche pas trop comme ça. Donc je pense que Ksenia Sobchak, elle a fait un pas mauvais score. C'est sans doute une politicienne débutante. On la reverra apparaître. Si toutefois, elle corrige un peu certaines erreurs par rapport à l'électorat russe, et notamment raconter des bêtises sur la Crimée, faut qu'elle arrête. L'ennui, c'est qu'elle est obligée d'en raconter pour plaire aux Américains, aux Occidentaux, et donc quand même aux bailleurs de fonds et au soutien dans la presse étrangère, quoi, pas occidentale. Alors là, oui, elle est un peu coincée de ce point de vue-là. Maintenant, on va voir. Yavlinsky va disparaître parce que lui, c'est une question d'âge, il va être out, et je pense pas qu'il ait un vrai remplaçant. Navalny va peut-être réapparaître. Alors lui, avec Sobchak, ils vont être un peu concurrents parce qu'ils vont chasser sur les mêmes terres au niveau de l'électorat. Mais Navalny a une notoriété qui a maintenant été rattrapée par Sobchak, hein, tout de même. Pour les autres, ma foi, le stalinien, à mon avis, il est éliminé. Hein. Les communistes vont encore être là, mais il va falloir quand même qu'ils fassent un petit peu attention parce que là, ils baissent et ils vont baisser eux aussi démographiquement en raison du vieillissement de leur population. Leur électorat, c'est quand même beaucoup des nostalgiques de l'URSS. C'est des personnes âgées, quoi. D'autre part, pour ce qui est des autres, oui, il y a les partis pro-libéraux, etc., qui existent. Et puis, il y a des personnalités. Bon, visiblement, ça passe pas trop. Toute la question est évidemment de savoir qui va prendre la suite de Poutine d'une manière crédible. Et puis, toute la question est de savoir comment Poutine va y arriver en ayant, à la limite, ça, aucun autre chef d'État n'a ça, si vous voulez. Après autant d'années au pouvoir, avec un tel soutien, avec donc tous les phénomènes qui sont liés à un tel soutien et à un tel contrôle de l'appareil d'État et de l'appareil administratif, où vous ramassez tout de même tous les opportunistes, tous les lèche-bottes, tous les gens qui veulent faire carrière en s'accrochant à celui qui tient le manche. C'est évident que vous avez tout ça. Hein. Ça, c'est tous les pays du monde, c'est comme ça partout. Mais c'est pas forcément les forces les plus vives pour arriver à prendre des initiatives et pour arriver à faire bouger les choses dans le pays, puisque c'est par définition
des gens qui sont arrivés à se trouver des petits privilèges, des petits machins, des pas forcément petits d'ailleurs, et qui tiennent pas tellement à changer les choses. Donc voilà contre quoi, si vous voulez, Poutine, son grand problème, c'est à la limite lui-même, et c'est à la limite ses partisans. C'est à ça qu'il va falloir qu'il s'attaque. Mais la politique qu'il a pu faire en matière de développement, il faut bien le dire, et les gens, les Russes en sont rendus compte. Alors ici, évidemment, on s'en rend pas du tout compte, si ce n'est en déformant les choses et en disant ah, la Russie est menaçante, regardez l'armée qu'ils ont. Ben, faut préciser que vous nous parlez depuis la France, hein, maintenant là. Absolument, oui, bien sûr. Voilà, oui, parce que la Russie a effectivement dit qu'elle est menaçante parce qu'elle a effectivement rénové son armée en 10 ans. Ouais. En 2008, au moment de l'attaque de Saakachvili en Géorgie contre l'Ossétie, qui ont obligé la Russie à intervenir, alors que Poutine était aux Jeux Olympiques à Pékin. Décidément, les Jeux Olympiques ne lui portent pas chance. Hein, il devrait faire attention à ça. Ouais. Mais bon, donc quand ils sont intervenus, avec évidemment l'accord américain pour voir comment allait réagir l'ours, et l'ours a réagi. C'est la première fois qu'il a réagi, mais il a réagi en montrant toutes ses faiblesses, toutes les faiblesses de son armée, toutes les faiblesses de ses capacités électroniques. Ouais. À un moment, n'oubliez pas, les Américains leur ont coupé toute communication. C'est pourquoi les soldats russes se sont retrouvés à 30 km de Tbilissi. Et ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils continuent ou non. Parce qu'on leur avait dit, vous avancez jusqu'à ce qu'on vous dise d'arrêter. Cela dit, la victoire de l'armée russe sur l'armée géorgienne était totale, hein, malgré l'appui des officiers américains. Mais elle a mis 4 jours et c'était pas si brillant que ça. Il a fallu qu'il y ait des corps spécialisés tchétchènes qui interviennent, qui eux ont effectivement balayé les troupes géorgiennes, entraînées d'ailleurs par les Américains, hein, puisqu'elles avaient été en Irak. Oui. Bon, les Tchétchènes s'en sont débarrassés très vite, quoi. Et puis à la manière tchétchène, hein, ça n'a pas dû être tout à fait agréable pour les Géorgiens qui ont eu à les subir, je pense. Ah bon, ils avaient qu'à pas chercher les noises, et ils avaient qu'à pas tuer des observateurs de l'ONU, les casques bleus, qui faisaient l'interposition entre les Ossètes et la Géorgie, et que Saakachvili a fait tuer. Donc ça, c'était la grande erreur, et c'est ça qui a justifié l'intervention des Russes. Hein. Oui, tout à fait. C'était des soldats russes. Bien sûr. Faut pas oublier ça, quoi. Mais disons que ça a mis en évidence la faiblesse de l'armée russe. Donc, comme ce que je vous disais, ils sont arrivés dans les faubourgs de Tbilissi, et vous savez comment ils ont fait pour s'arrêter? Ils ont demandé à la pompe à essence où ils refaisaient le plein, aux pompistes géorgiens, de leur prêter son téléphone portable pour téléphoner à l'état-major et demander qu'est-ce qu'on fait. C'est là qu'on leur a dit, vous vous arrêtez. Et ça, j'ai 2 sources tout à fait fiables, hein, qui me l'ont dit. Et on leur a dit, vous vous arrêtez, mon vieux, vous arrêtez. Alors ils disent, alors on revient. On dit, mais surtout pas. Vous attendez qu'il y ait des observateurs internationaux avec vous, parce que sinon, ils vont nous faire le coup du Kosovo. Ils vont nous faire un pseudo-massacre, et ils vont justifier n'importe quoi. Non, vous attendez. Et là, il y a eu M. Sarkozy, qui avait été élu président de l'Europe à ce moment-là, non pas élu, qui prenait son tour de président de l'Union européenne, et qui est venu voir Medvedev et Poutine en leur disant « il faut que vous arrêtiez, hein, parce que moi, je vous dis... Et Poutine et Medvedev se sont fait petits garçons. Ils ont dit « Oh d'accord, vous avez qu'à nous envoyer quelques observateurs internationaux pour permettre pour que nos troupes se retirent, parce qu'elles ont été bien méchantes, elles ont été très loin. » Et Sarkozy a été voir Saakachvili en roulant les épaules et en disant « vous avez vu, hein, j'ai arrêté les Russes. Hein. » Oui. Bon, maintenant, il suffit qu'on demande des observateurs internationaux et puis qu'ils se retirent avec les Russes. Et là, les Américains lui ont jamais pardonné à Sarkozy. En disant, mais vous êtes tombé dans le panneau, vous n'avez rien compris, les Russes vous ont joué. Ah, d'accord. Eh oui, ils ont empêché que les Américains montent un espèce de pseudo-massacre, une provocation, comme ils savent si bien les faire. Notamment, encore une fois, là, récemment, avec les pseudo-armes chimiques, avec l'empoisonnement anglais, etc. À Douma, et puis... Ils ont fait abondamment en Yougoslavie. Abondamment, évidemment, et ce qui leur a justifié notamment des interventions au Kosovo et le bombardement déjà illégal
de Belgrade. On l'oublie un peu, là. On parle du bombardement illégal de la Syrie, mais il ne faut pas oublier, c'est les mêmes qui ont bombardé illégalement la Yougoslavie. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bon voilà, donc oui, les élections ont été complètement honnêtes, oui, les élections ont montré une immense popularité de Poutine, notamment parce qu'il a su, en 10 ans, remettre l'armée à flot, et il l'a remise d'une manière quand même étonnante, avec un budget 10 fois moindre que les États-Unis, 10 fois moindre. Ouais. Mais... Donc, quand on dit par exemple que les Russes ont fait les Jeux Olympiques les plus chers à Sotchi, les plus chers de l'histoire à Sotchi, certes, mais en même temps, ils ont quand même remonté leur armée et pour pas cher par rapport aux États-Unis. Ah oui, c'est clair. Et je crois qu'ils l'ont montré en Syrie, puisqu'ils ont fait des démonstrations exprès de toutes sortes d'armements, de toutes sortes de précisions, et qui plus est, alors là, aspect cynique des choses, ils ont même fait des économies, puisqu'ils ont pu détruire du vieux matériel qui était très cher à détruire dans les conventions de désarmement que les Américains veulent dénoncer d'ailleurs, et que les Russes respectaient, et donc ça leur coûtait beaucoup d'argent de désarmer des anciens missiles, etc. Là, ces anciens missiles, ils ont pu les tirer sur l'État islamique, et ça revient moins cher de les tirer que de les détruire. Vous voyez, c'est bien. Le résultat est le même. Ça, c'est le moment cynique de l'armement, mais enfin, n'importe quel expert militaire vous confirmera la chose. Ça a été la même chose, je pense, avec les missiles syriens qui ont été utilisés cette fois-ci pour abattre les missiles occidentaux, pour ceux qui ont été tirés pour de bon, parce qu'il y en a apparemment certains qui n'ont pas vraiment été tirés. Enfin, pour ceux qui ont été tirés, le fait de se débarrasser du matériel ancien qui avait dû être refité un peu, modernisé, mais enfin, qui a marché superbement, ça aussi, ça permet un renouvellement et de l'armement syrien, et sans doute des ventes à l'étranger pour Rosabaron Export, qui vont se faire dans beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens d'acheter les armements les plus modernes, mais qui pourront acheter des armements des années 70-80, qui ont montré une certaine efficacité en Syrie. Donc là aussi, on a fait un peu les représentants de commerce de la Russie. Bref, on fait tout de travers. Tout ça parce qu'effectivement, on n'a pas de stratégie, alors que Poutine, lui, a une stratégie. Et sa stratégie, c'est très simple. C'est le développement économique de la Russie. D'accord. Bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant les élections russes auxquelles vous avez participé en tant qu'observateur. Merci pour ces commentaires parce qu'ils nous permettent d'avoir une vision un petit peu plus exacte du terrain. C'est vrai qu'ici en France, avec les médias, on a été surtout enrhumé par une espèce de propagande qui fixait en fait l'attention du public sur les soi-disant énormes quantités de fraude. Et apparemment... Qui n'ont pas existé, enfin, c'est même carrément faux. Okay. C'est absurde parce que vous voyez, à cause de ça, on se trompe totalement d'analyse. C'est ça qui est le problème de la désinformation, c'est ça. Moi, je dirais que c'est ça, moi, comme journaliste, j'en souffre terriblement parce que, évidemment, c'est une violation de la déontologie journalistique, mais en même temps, c'est aussi une façon de ne pas respecter ni le lecteur, ni le citoyen. Or, pour qu'une société démocratique et citoyenne puisse fonctionner, il faut qu'on ait une information fiable et équilibrée. Après, on peut faire les choix, mais il faut qu'on connaisse les sources, il faut qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et là, ce à quoi on a assisté avec ces histoires d'empoisonnement, là, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Tout journaliste honnête aurait pu mettre en doute, mais toutes les affirmations de ce cinéma diplomatique, qui, je comprends, a sans doute ses raisons d'être, mais on peut pas simplement se faire les porte-paroles et les jouets des impératifs diplomatico-militaro-économiques, quoi. Voilà, enfin, c'est dommage. Alors donc, j'espère que, avec les infos que je peux donner, que je n'ai pas en intégrale, mais que vous pouvez complètement vérifier, aller sur des sources d'informations russes de temps en temps. Vous les équilibrerez très facilement en poussant le bouton de votre téléviseur habituel. Il n'y a aucun problème.
ou en écoutant vos radios habituelles, et vous verrez que comme ça, vous pourrez faire la part des choses, et vous verrez à quel point les choses sont assez déformées. Alors il y a aussi un aspect des choses, hein, c'est que la russophobie repose énormément sur l'ignorance. Donc oui, ça demande un peu un effort de connaître des choses. Et je vous invite évidemment à voir le site qui s'appelle stoprussophobie.info, stoprussophobie.info, sur lequel il y a beaucoup d'articles quand même, où on reprend beaucoup d'éléments, de commentaires, y compris historiques, pour mieux comprendre les choses, pour mieux les resituer, et ce qui permet à l'information de tomber sur un terrain, disons, mieux préparé à recevoir l'information. En tout cas, merci Dimitri Kochko de nous avoir accordé cet entretien. Le site internet que vous nous avez signalé sera dans la description, l'adresse sera dans la description de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt pour un nouveau commentaire sur l'actualité. Très bien. Merci, au revoir.